Merci beaucoup. Alors, mes liens d'intérêt, pas grand-chose à voir avec les psychothérapies, mais je vais aussi parler de médicaments, donc je les précise. Et puis mes principaux liens d'intérêt, c'est que je suis psychiatre, ce qui est peut-être incongru, en responsabilité du pôle universitaire de l'hôpital Sainte-Anne, Paris-Descartes, qui est un pôle qui comprend 5 services, un service universitaire, 3 services de secteur, un service d'addictologie, et puis au sein d'un de ces services, un institut hospitalier de psychanalyse. Donc un pôle qui a des approches très variées. Et évidemment, la question c'est que fait un psychiatre parmi vous à ce congrès ? D'abord, je suis très content d'avoir été invité, je suis très content de pouvoir participer à ces discussions parce que je pense que ce que j'ai entendu m'a beaucoup intéressé et que ça suscite plein d'interrogations de ma part. Je crois qu'il y a beaucoup d'internes ici et moi je ne me lasse pas de ce merveilleux Tumblr qui, hélas, est à peu près clos. Et dans le Tumblr de l'interne, voilà le psychiatre dans 2 différents moments de la journée. Je pense que c'est très bon de voir comment les internes nous considèrent. Et ça ne me déplaît pas, honnêtement. Voilà ce qu'est le psychiatre. Alors, je vais vous parler de 3 grands points qui vont être très liés d'ailleurs à ce qu'on a dit. En essayant de battre en brèche trois idées qui sont à mon avis des idées reçues sur cette question de la psychothérapie. Premièrement, est-ce que c'est une question de technique ? J'essaierai de vous montrer que la psychothérapie n'est pas un acte technique, elle peut l'être bien évidemment, mais elle est avant tout le fondement de toute relation médecin-patient. Deuxièmement, est-ce que cette démarche se situe en dehors du champ technique ? Là, je montrerai que non, et qu'en fait, considérer que oui, c'est tout de suite être dualiste. Et d'ailleurs, je me demande si on ne tend pas à l'être par moment dans les échanges que nous avons eus là, il y a quelques minutes. Et puis, troisièmement, est-ce que, si on n'est pas dualiste, si on associe donc la technique et la psychothérapie, l'humain et la techné, est-ce que c'est des temporalités distinctes ? Et je répondrai que non, j'essaierai de montrer que non, en considérant que c'est des approches au contraire intégrées. D'une façon générale, vous savez que les psychiatres n'aiment pas la dissociation. Alors, la psychothérapie est-elle un enjeu technique ? Eh bien, la réponse est non, parce qu'il faut avant tout la considérer comme ce qui fait l'ensemble de l'exercice de la médecine, c'est-à-dire la relation médecin-patient. Et cette relation, elle est tellement spécifique qu'elle est par nature psychothérapeutique. D'abord parce qu'elle se produit dans des conditions très particulières qui sont celles du colloque singulier. Alors, le colloque singulier, on le dit, on le reprend comme ça, c'est une très belle expression, très très belle expression, qui est problématique, hein, c'est en soi presque une oxymore, hein, colloque sous-entend qu'on est à plusieurs, singulier est en fait l'inverse, l'opposé de ce qui est pluriel, donc c'est quasiment une oxymore. Et pourtant, je pense que c'est vraiment essentiel de le penser en termes de colloque singulier parce que c'est ce qui définit, ce qui permet l'intime dans une consultation. Alors moi, j'exerce à l'hôpital. À l'hôpital, c'est pas facile de cultiver le colloque singulier parce que l'hôpital fonctionne comme il fonctionne. D'abord, il nous rappelle tout le temps qu'il faut gagner de l'argent. Et donc, il y a des caisses. Qui plus est, il faut garder... la tête sur les épaules pour trouver la caisse en question, c'est une véritable photo, hein, c'est pas un montage. C'est l'Hôtel-Dieu en l'occurrence. Et ça, c'est désorganisant au sens de la dissociation bleuléриenne. Et puis aussi parce que l'organisation à l'hôpital, elle est ultra hiérarchique. C'est-à-dire qu'il y a un gros matou qui frappe un moyen, qui frappe un petit. Voilà. C'est comme ça que ça se passe à l'hôpital. Et on est toujours le moyen ou le petit matou d'un autre, hein, je vous rassure. Hein, ne rêvez pas à d'autres possibilités. J'ai pu y croire à une époque, mais non, je prends des roustes. Alors le colloque singulier, malgré tout, malgré l'hôpital, si je puis dire,
D'abord, il est au cœur de notre exercice. Peut-être que tout le monde n'a pas aujourd'hui soutenu sa thèse de médecine et prêté serment. C'est qu'il existe plusieurs versions du serment d'Hippocrate. Mais il faut toujours se rappeler ce qu'il dit, admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe, ma langue taira les secrets qui me sont confiés. C'est très particulier cette phrase, parce que la réalité, c'est mes yeux verront ce qui s'y passe, mais tairont ce qui s'y passe. Et il y a une phrase qui, je trouve, condense cette question de l'intime, du secret dans la consultation, que je cite souvent à mes patients même parfois, qui est une phrase de Louis Porte, qui dit « Il n'y a pas de médecine sans confiance, de confiance sans confidence et de confidence sans secret ». Et j'aime beaucoup cette phrase, on peut la dire dans un sens, dans l'autre, parce qu'elle dit bien que l'intime, ce qui est couvert par le secret, c'est ce qui fonde l'exercice de la médecine. Quand on se dit « est-ce que je viole le secret professionnel ? Qu'est-ce que ça signifie dans cette situation précise, etc. » Il faut toujours se demander ce que ça signifie plus généralement pour l'ensemble de la médecine, pour le prochain patient qui viendra me voir. Pourquoi c'est secret ? Pourquoi c'est intime ? Eh bien en fait parce que sinon il n'y a pas d'exercice de la médecine. Alors la question de la plainte, là-dedans, pas la plainte ordinale, la question de la plainte du patient, cette plainte, elle correspond à ce qu'on décrira avant tout comme un dysfonctionnement, comme une souffrance. Je n'aime pas du tout d'ailleurs la définition de l'OMS de la santé, je pense qu'elle est complètement mégalomane, état de bien-être mental, physique, mentale et sociale, elle est complètement folle cette définition. Moi j'aime cette définition de Le Riche, la santé c'est la vie dans le silence des organes, et le moment où la santé est altérée, c'est le moment où il n'y a plus ce silence des organes, où il y a une souffrance, et c'est celle que nous recevons. Et toute demande de soins est le fait d'une souffrance. Alors comment on l'entend ? Qu'est-ce que c'est que, pour nous médecins, quel que soit notre exercice, la capacité d'entendre la plainte du patient ? Qu'est-ce que le patient lui-même sait de cette souffrance ? Alors, des grandes règles, mais elles ont été tout à fait rappelées par mes deux confrères juste avant que j'intervienne. Eh bien, ça ne correspond pas à ce que le patient commence par dire. On pourrait presque le dire par définition, la plainte ne correspond pas à ce que le patient commence par dire. Ça n'est même pas toujours ce qu'il croit savoir. Et d'ailleurs, il nous prête, lui, un savoir supérieur au sien. Et il s'en remet au médecin. S'en remettre au médecin, c'est l'obliger, dans le sens vraiment plein du terme. Ça veut dire que cette situation spécifique du colloque singulier, entourée de cette grande parenthèse qu'elle se crée, qui permet l'intime, c'est un moment où un individu s'en remet à un autre. Ça ne veut pas dire que ma vision est paternaliste de l'exercice. Ensuite, cet espace, ce colloque singulier, se construit à deux et c'est une co-construction. Mais il y a une asymétrie qui est celle du savoir prêté par le patient au médecin. Alors là, je vais utiliser quelques gros mots. Je ne suis pas lacanien, mais j'en ai beaucoup autour de moi. Le lacanien, c'est comme l'anglais ou les différentes langues qu'il faut apprendre. C'est compliqué à apprendre, mais quand on arrive à percer un peu, on voit qu'il y a des choses intéressantes. Et il y a une phrase qui est très belle, qui est celle du gendre de Lacan, Miller, qui dit « Celui qui se suppose un inconscient supposera le savoir à un autre, et celui-là, il l'aimera. » Alors c'est typiquement la façon de parler de Lacan, c'est insupportable, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'il dit en fait ? Il dit qu'il vous arrive, à tout un chacun, il nous arrive à tous de nous dire que ce qui détermine notre comportement, nous n'en avons pas conscience. Il y a des choses qui nous échappent dans ce qui détermine notre comportement. Et si je peux me dire à un moment donné qu'une autre personne en face de moi est capable de comprendre pour moi ce qui me motive, ce qui conduit à mon comportement, à mes pensées, eh bien, celui-là, je vais me sentir lié à cette personne. Ça va encore au-delà du colloque singulier, ça dit qu'à partir du moment où je suppose qu'un autre comprend des choses que moi-même je ne comprends pas bien de moi, eh bien, à ce moment-là, je suis intimement lié à cette personne.
Alors, au-delà de Lacan, comment on peut faire? D'abord, il faut apprendre à écouter. Pour apprendre à écouter, il faut apprendre à lire, il faut apprendre à écrire. On a cité Rita Charon tout à l'heure, la médecine narrative. Je crois que c'est essentiel d'y revenir. C'est en même temps un peu consternant qu'on doive réinventer une médecine narrative, puisqu'on a tellement sélectionné des jeunes médecins sur autre chose que des qualités littéraires, qu'il faut réapprendre quelque chose qui soit d'ordre littéraire. Et j'ai l'habitude de dire, et c'est très important, que ici, là, le narrateur, c'est le médecin, le docteur Watson, et des deux, le plus intelligent n'est pas le médecin. C'est pas le même métier, c'est pas les mêmes enjeux. Celui qui fait l'enquête et celui qui écoute. Et je crois qu'il vaut mieux savoir écouter qu'avoir l'intelligence de Sherlock Holmes. Toujours dans les lectures, moi je suggère des grandes lectures, je dis souvent à mes étudiants, qui sont fondatrices, je pense. Par exemple, les récits dans ces nouvelles, Les Diaboliques de Barbey d'Aurevilly, où on voit vraiment c'est Chabrolien, ce médecin qui est témoin du meurtre du mari par la femme adultère et son amant, et qui les retrouve et qui ne peut rien en dire parce que le secret justement, mais qui en a suivi l'ensemble. Vraiment, il faut le lire comme étant cette position centrale du médecin qui voit et terra. Et puis il y a des grands témoins de cette démarche, et moi je voulais dire ici que dans mon propre choix de la médecine, dans ma vocation, quand j'étais adolescent, j'ai découvert ce livre, La consultation, de Norbert Bensaïd, qu'on peut décrire comme balintien d'une façon générale, et qui est un ouvrage absolument remarquable sur l'enjeu de la consultation, qui est d'ailleurs très bien écrit. Et au passage, je souligne que Bensaïd avait une capacité à anticiper des grands sujets, puisqu'il a aussi écrit sur ce qui est devenu le principe de précaution, en le dénonçant, alors que c'est 30 ans avant, et aussi sur la dérive des médecines alternatives, avec une acuité qui est vraiment remarquable. C'était mon premier point, la psychothérapie, toute relation thérapeutique, toute relation médecin-patient est de nature psychothérapeutique. Mon deuxième, est-ce que cette démarche, pour autant, se situe hors du champ technique? Alors, je ne vais pas parler de technique psychothérapeutique, je pourrais vous en dire plein de choses, mais je ne crois pas que ce soit l'objet. Mon point est plus général. Est-ce que c'est de l'ordre de la technique ou pas, et comment ça se situe par rapport à la technique? Eh bien, je pense que face à cette question, en permanence, nous sommes coupables d'un crime, celui d'être dualiste. Ça veut dire qu'en permanence, on se dit qu'il y a d'un côté ce corps malade et de l'autre côté cette fonction psychique, ces pensées, en monade, là, comme ça, au-dessus du cerveau qui se balade, et que soit je m'adresse au corps, avec mon traitement anti-hypercholestérolémiant, par exemple, pour reprendre ce qui a été évoqué, soit je m'adresse à la personne, à sa pensée, et les deux sont séparés. Et pour moi, évidemment, ça n'a pas de sens de penser comme ça. Je pense que c'est une aporie. Je pense qu'on ne peut pas raisonner ainsi, et que d'ailleurs, c'est mettre le patient lui-même dans une situation infernale, de dialogue avec lui-même impossible de cette façon, à se répondre lui-même sur d'un côté la pensée, de l'autre côté le corps. Ce qui est bien brisé, littéralement brisé, dans la dépression, c'est la volonté d'eux, l'énergie d'eux. C'est l'enjeu principal, bien au-delà de la tristesse, et c'est pas la force de la pensée qui viendra compenser cette fracture de l'envie, du plaisir, de l'énergie qui caractérise la dépression. En fait, parce que tout ça s'incarne dans un corps, et notamment dans un organe d'une complexité incroyable, qu'on peut regarder aussi froidement que cela, mais d'une façon générale dans un corps qui sous-tend tout ce dont nous parlons aujourd'hui en matière psychothérapeutique. Je crois qu'il n'y a pas de possibilité à l'exercice aujourd'hui de la médecine en étant dualiste, et je pense en même temps qu'en permanence, même quand on fait l'effort de ne pas être dualiste, on est dualiste. Alors,
je pourrais rester dans ce registre quasi philosophique qui moi me passionne, mais je me dis quand même que parfois, un peu à la façon de Paris Match, le poids des mots, le choc des photos, c'est important de voir les choses et de voir comment les choses évoluent. Je trouve que pour le coup, la technologie nous amène parfois à repenser la façon dont on considère l'homme. Et je fais une parenthèse, ça peut paraître un peu incongru dans cette session sur les psychothérapies, sur les techniques de neurostimulation, pas pour leur vertu thérapeutique ici, mais pour vous dire quand même que ça amène à penser différemment le fonctionnement psychique, et en tout cas à ne pas le penser de façon dualiste. Alors, je ne sais pas si ça a marché, oui ça devrait marcher. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez vu une photo d'Ali Benhabib, qui est l'inventeur de ces techniques de neurostimulation. Vous voyez un tremblement parkinsonien absolument typique, d'ailleurs un patient absolument typique parkinsonien, y compris dans l'hypomimie, la fixité du regard, perte du clignement, ce tremblement que vous voyez ultra invalidant. Et puis, ce patient, il a des électrodes dans le cerveau, et le neurochirurgien là, allume la télécommande du pacemaker de ces électrodes. Et ce que vous allez voir, c'est la réponse à ces stimulations intracérébrales avec un amendement complet du tremblement. Et regardez bien le visage, hein, vous voyez comment il s'anime, vous voyez les yeux qui clignent, la bouche, vraiment l'hypomimie rétrocède complètement et la motricité fine qui est retrouvée. Ça, c'est plus de la recherche, hein, ça c'est de la pratique médicale courante, hein, des implantations Parkinson, il y en a plein, donc on n'est plus du registre de la recherche. Mais ce que je voulais vous montrer, ce n'est pas les succès dans une pathologie motrice, c'est que ce type de stimulation nous a aussi amené à nous poser la question de ce qui se passait du point de vue émotionnel, et notamment au travers d'un cas clinique qui date maintenant, hein, parce qu'il a 20 ans, mais qui est un magnifique cas clinique qui, curieusement, est pas bien connu. Moi, je milite beaucoup pour les cas cliniques. Hein. On publie beaucoup de sciences, mais en fait, souvent, ce qui amène à des vraies ruptures, c'est les cas cliniques. Et donc, dans ce cas clinique, cette patiente qui avait une pathologie neurologique, je ne vais pas détailler, eh bien, un des plots de l'électrode était placé à un endroit un peu différent, et quand on le stimule, eh bien, elle s'effondre. Et vous allez voir les 4 temps. Vous allez voir cette patiente juste avant, on allume, vous la voyez qui s'effondre, vraiment qui s'effondre, et puis quand on a éteint la stimulation, je ne sais pas si vous voyez le timing, hein, 15h24 et à la fin 15h33. Donc l'espace de 10 minutes, vous allez la voir traverser ces différentes émotions. Alors, c'est parti. Ah, on n'a plus le son. Ah si. Donc la stimulation est allumée, hein, il y a ma stimulation turn on. Donc vous voyez qui s'effondre. Alors le médecin qui lui demande si elle a mal. J'en ai marre de la vie. Là on a éteint, hein, c'est quelques minutes après, et on lui demande ce qui se passe, et elle est toute étonnée et elle a envie. Ça veut dire qu'une stimulation cérébrale profonde à un endroit précis d'un circuit provoque en l'espace de quelques secondes, non pas un rire et pleurer spasmodique, hein, ce n'est pas de la symptomatologie bulbaire, hein, mais une détresse morale intense qui se résume pour la patiente par « j'en ai marre de la vie », qui est une idée qu'elle n'avait même pas dans le périmètre de ses pensées quelques minutes avant. Je fais l'effort de vous montrer cette vidéo de façon un peu incongrue parce que je pense qu'elle participe, au-delà du point de vue philosophique, on pourra en discuter, à battre en brèche cette tentation qu'on a toujours d'être dualiste et qui s'applique complètement à l'enjeu psychothérapeutique qui consiste à dire pour ce patient, est-ce que je vais être psychothérapeute ou technicien ? Qui, à mon avis, n'est un non-sens. Et un non-sens est peut-être même quelque chose qui nuit profondément à nos patients. C'était résumé d'ailleurs par
mieux que les philosophes, les poètes. Ici, ce début de ce poème très connu de Paul Valéry, Maître Cerveau, sur son homme perché, tenait dans ses plis son mystère. Alors, en fait, vous le savez, du point de vue philosophique, du point de vue descartien, si on pense dualisme, alors on finit à l'homonculus, qui est une espèce de petit bonhomme qui viendrait nous commander superviseur en quelque sorte ce grand corps malade pour produire la pensée, ce qui n'a vraiment pas de sens, ni du point de vue philosophique, ni du point de vue scientifique. Alors, à partir du moment où on dit c'est pas dissocié, j'ai presque fini, est-ce que pour autant c'est des temporalités distinctes? Est-ce que c'est des approches qui doivent se séparer, qui seraient en gros, et je caricature, d'un côté la thérapeutique, la chimiothérapie, et de l'autre la relation thérapeutique, la psychothérapie? Eh bien moi je pense que pas du tout, et je pense que là aussi c'est ne pas aider nos patients que de leur imposer cette dichotomie, cette dissociation entre d'un côté la chimiothérapie et de l'autre la psychothérapie. En fait, en pratique, dans la vraie vie, on a donné là quelques cas cliniques, je pourrais moi en développer aussi. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est une synergie, c'est pas du tout une bifurcation, c'est pas du tout ça. Moi, ma situation la plus fréquente, c'est celle d'un cercle vertueux avec une relation psychothérapeutique, la relation en fait médecin-patient, qui permet la prescription médicamenteuse et qui surtout permet l'observance, parce que je vous rappelle que le principal problème, c'est qu'on fait des prescriptions et que les patients ne les suivent pas du tout. Et en fait, assez souvent, ils ont raison. Ou plus exactement, assez souvent, c'est parce que nous n'avons pas fait le job. Mais si on le fait correctement, alors oui, on peut prescrire un traitement qui aura des effets, parce qu'il sera pris. Ce traitement médicamenteux, il donne quelques degrés de liberté qui manquaient pour un changement, pour autre chose. Et à partir de ces quelques degrés de liberté, ce changement permettra de s'affranchir du traitement. Prenez la situation d'un trouble anxieux sévère avec un type de trouble panique, par exemple. Bien souvent, initier une psychothérapie sera difficile si ce traitement, cette pathologie, ce trouble panique est très invalidant. Par contre, l'amélioration que vous rendrez possible avec un traitement médicamenteux permettra la psychothérapie qui elle-même permettra de se passer du traitement médicamenteux. Donc moi, je ne crois pas du tout à la dissociation, je crois au lien entre ces approches. Au passage, on peut en discuter, mais autant je suis d'accord avec l'essentiel de ce que j'ai entendu jusque-là, autant il y a des points sur lesquels je suis fortement en désaccord. Notamment pour ce qui est de l'évaluation de l'efficacité des traitements antidépresseurs. Je vous rappelle qu'on a connu dans la littérature scientifique une inflation terrible de l'effet placebo dans le champ de la psychiatrie, que cette inflation terrible du placebo, de l'effet placebo, elle est bien caractérisée par le fait qu'on inclut aujourd'hui dans les essais nord-américains des patients qui sont peu sévères. Je vous rappelle que les indications d'un traitement antidépresseur, c'est la dépression, l'épisode dépressif caractérisé d'intensité modérée à sévère, et que si on prend ces populations, alors la différence entre le bras traitement actif et le bras placebo, elle est majeure. Je suis prêt à en discuter, mais je crois qu'on ne peut pas, dans une session psychothérapie, battre en brèche la question des traitements, même si vous avez entendu mon intérêt pour la psychothérapie. Je pense en fait, et je le redis, que quand on le fait, c'est qu'on est victime de dualisme, et c'est pas bien d'imposer à nos patients d'être dissociés entre d'un côté leur esprit, de l'autre le corps. Et puis je finirai par ce point, la question de la formation. Comment on se forme à ça ? Je crois en fait que pour l'essentiel, ça consiste à être médecin. Être médecin, c'est être psychothérapeute, ça j'en suis convaincu. C'est valable pour le médecin généraliste, c'est valable pour le cardiologue, c'est valable pour le psychiatre. Je pense qu'il n'y a pas de médecine sans ce type de relation. Pour autant, je me pose la question, ce sera peut-être mon deuxième point polémique, de l'intérêt qu'il y a pour les médecins généralistes à passer en psychiatrie. Alors, je ne le dis pas pour l'enjeu technique qui serait
la prescription ou les techniques psychothérapeutiques. Il y a 10 000 DU de techniques psychothérapeutiques ou sociétés savantes. Je le dis parce que je pense qu'en médecine, on apprend beaucoup d'une prise en charge quand on est confronté à la situation la plus tordue, la plus bizarre, la plus extrême de la pathologie considérée. Et qu'à ce titre, apprendre la relation thérapeutique dans des situations où elle est étrange, c'est le cas de la psychiatrie, et bien peut-être que c'est utile pour l'ensemble des prises en charge psychothérapeutiques. Merci pour votre attention.